Merci beaucoup. Alors, après vous, nous allons recevoir un autre présentateur, Monsieur Segbedji Goubalan. Voilà, que nous connaissons, hein, à peu près tout le monde ici le connaît puisque, eh bien, depuis hier, il a été très actif sur ce podium. Alors, il vient nous présenter l'intelligence artificielle auxiliaire de santé en imagerie médicale, s'il vous plaît. Merci, Charles-Andy. Alors, avant tout, je me permets de dire que c'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui et surtout d'avoir le privilège de clore avant la cérémonie de clôture cette deuxième édition du CENIA. L'avantage de passer en dernière position, c'est qu'on a surtout plus besoin de redire ce que les autres ont dit. Mais je souhaiterais tout simplement, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire que sur la keynote qui était passée juste avant l'intervention de Monsieur Kiki, donc celui de Monsieur Aboubakar, il y a des choses qui ont été dites, notamment sur la propriété intellectuelle. Et hier, vous avez entendu le maître Thessalonikos et le garde des Sceaux dire la même chose. Et nous venons vous dire que ce qu'on va vous présenter, c'est aussi quelque chose qui prend en compte la propriété intellectuelle parce que ce projet, porté par la start-up Adjibola, qui est une start-up de béninois, de la diaspora, mais aussi d'ici, a fait l'objet d'enveloppes solo, tout le principe qui a été décrit, et aujourd'hui est sous propriété intellectuelle. Donc, ce dont on va vous parler est sous ce régime-là. Alors, pourquoi c'est intéressant d'être sous ce régime? Ça a été dit, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est pour vous dire que on a pris en compte tous ces éléments bien avant d'avoir écouté ces différentes présentations. Alors, je ne sais pas si on peut passer les slides. Donc, je viens vous parler aujourd'hui de Chouri. Chouri, c'est une IA auxiliaire de santé en imagerie médicale. Alors, Chouri, ça a été développé par qui? Chouri, ça a été développé, je disais un peu plus tôt, par des Béninois de la diaspora, mais aussi vivant ici, dont vous avez une idée du board. On a un site web, adjibola.tech, pour ceux qui souhaiteraient s'imprégner un peu de ce que c'est. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le nom Chouri, je pense que vous l'avez entendu déjà, pour ceux qui sont des amoureux des aventures, des héros de Marvel. Et pour nous, Chouri, ça renvoie à ce personnage de l'environnement Marvel, qui n'était rien d'autre que la sœur du roi T'Challa, décédée avant la deuxième version. Et Chouri, si vous vous rappelez, c'est la génie, celle qui, dans son laboratoire, toujours en train de développer des systèmes intelligents, des solutions innovantes. Et pour nous, c'est aussi ça le visage de l'Afrique. C'est l'Afrique qui a une certaine identité, l'Afrique qui n'a pas oublié son passé. Parce que ce qu'on ne nous dit pas et ce qu'on oublie de nous rappeler, c'est que l'Afrique et les Africains ont développé énormément de choses à travers l'histoire. Je ne parlerai pas de la polémique avec Maître Gims sur les pyramides et le reste. Passons. Slide suivante. Alors, je vous parle aujourd'hui d'un cas d'usage de Chouri. Le cas d'usage, c'est une femme, une sage-femme, infirmière dans une commune, voilà, que vous connaissez peut-être, mais on stigmatise personne. Et cette sage-femme, sa réalité, c'est d'être confrontée à des gens qui sont évidemment enceintes, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais le souci, c'est que quand on parle de femmes enceintes, on parle de techniques d'imagerie médicale, de modalités pour pouvoir suivre la grossesse de la femme. Et le problème de Bariat, c'est que Bariat n'a pas ce privilège-là de pouvoir utiliser des modalités dédiées comme l'échographie. Si on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Son problème, c'est que, comme vous pouvez le voir sur l'image, elle utilise des outils qui sont d'un autre monde, d'une autre époque. Ça peut faire rigoler des gens, mais cette réalité, elle est là. C'est la réalité dans notre pays, et pas que dans notre pays, un peu partout en Afrique, où on n'a pas accès aux technologies et aux outils nécessaires pour pouvoir prendre soin des gens. Et que nous dit l'OMS? L'OMS nous dit qu'en 2015, il y a eu plus de 300 000 femmes qui sont décédées des suites de l'accouchement ou avant l'accouchement, d'accord, parce que, et plusieurs raisons ont été évoquées, je vais me focaliser sur 3 d'entre elles. La première raison, c'est évidemment la pauvreté. Donc, on n'a pas les moyens de pouvoir accéder aux soins de qualité. La deuxième raison, c'est la distance par rapport aux centres de santé les plus importants de notre localité.
Vous imaginez bien, vu cette localité, la distance qu'on doit parcourir pour accéder à ces lieux-là. Et quand on parle de distance, on parle évidemment d'infrastructures routières qui doivent être adaptées pour une femme qui est enceinte, qui doit prendre un ZM. Bref, je vous laisse imaginer tout le protocole. Et donc, ça aboutit à ces situations-là qu'on a décrites un peu plus tôt. Dans le monde idéal, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Dans le monde idéal, on devrait avoir des médecins, des sages-femmes, mais pas que des médecins, pas que des médecins radiologues, mais des sages-femmes, des infirmiers capables d'utiliser une modalité qui est accessible à tout le monde, qui s'appelle l'échographie. Et l'échographie en obstétrique, son intérêt, c'est ce que vous pouvez lire sur la diapo. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir l'échographie parce qu'on est en mesure d'aller suivre l'évolution de la grossesse, de dire pourquoi est-ce que cette femme, on est obligé de déclencher tout de suite l'accouchement ou potentiellement arrêter parce que ça n'ira pas au terme pour plusieurs raisons. Et ça nous éviterait les drames dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'OMS. Alors, qu'est-ce que nous on vient proposer? Ce qu'on vient proposer, c'est l'utilisation d'une IA, d'une intelligence artificielle. Ok? Je vous parle de Shuri. Cette intelligence artificielle dont le but est d'être une auxiliaire de santé. Par auxiliaire de santé, on entend tout simplement une aide, mais cette fois-ci pas un être humain, d'accord, mais un système qui va venir aider le praticien. Comment on aide le praticien? Je vais vous raconter tout simplement l'histoire du Bénin en matière d'imagerie médicale. En matière d'imagerie médicale, le Bénin, c'est une vingtaine de radiologues, c'est-à-dire des gens, les seuls capables d'interpréter des images d'imagerie médicale, de donner et de dire, voilà ce que ça vaut. Voilà, ce sont les gens habilités à le faire. Et surprise, ces gens-là, ils sont entre Cotonou et Parakou. La majorité. Vous n'êtes pas étonnés. La plupart de nos institutions fonctionnent aussi un peu comme ça. La majorité se trouve dans ces grandes localités, pour ne pas dire majoritairement à Cotonou. Et donc, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, comme vous et moi, et on le disait tout à l'heure, la santé c'est la chose la plus précieuse, ces gens-là qui n'ont pas le privilège de pouvoir accéder à des soins de qualité alors que l'État se doit de le leur assurer. Et donc, on n'est pas en mesure, du coup, de pouvoir traiter convenablement les femmes qui sont enceintes. Pourquoi? Non seulement, on parlait tout à l'heure des compétences des médecins qui ne sont pas à disposition, mais en fait, l'accès aux équipements dont je viens de vous parler, l'échographie, ça nécessite aussi d'avoir une certaine expertise. N'importe qui ne peut pas faire une échographie. Et donc, on parle d'une sage-femme et je vous disais, Bariat, elle ne sait pas manipuler un échographe. Par contre, une IA capable d'assister Bariat durant l'acquisition est capable de dire à Bariat, cette acquisition, elle est bien faite ou pas, la guider, monitorer, en guillemets, l'acquisition et lui permettre d'arriver à détecter ce qu'on va appeler les critères de réussite d'une bonne échographie pendant que l'acquisition est faite. Et cette IA-là, c'est ce qu'on a proposé. On traite de l'échographie, mais on traite aussi de bien d'autres applications. Si vous remontez sur la slide d'avant, celle qui est passée là en coup de vent, alors sur cette slide-là, ce que vous voyez, ce sont des éléments de détection. Que viennent dire ces éléments de détection? Ces éléments de détection viennent dire, quand on est en obstétrique et qu'on veut faire certaines coupes, il y a des coupes et ces coupes-là doivent respecter certains critères. On doit se retrouver avec certaines structures anatomiques qui sont indispensables, à la validité ou à la validation de l'acquisition avant que le radiologue ne vienne interpréter. L'idée de Shuri, c'est de faire ce travail-là en amont, ce super auxiliaire de santé, ce super surveillant qui vient vérifier, valider le travail et derrière permettre au radiologue, peu importe où se trouve sur le territoire national, de pouvoir accéder à une image dont il sait que l'acquisition a été bien faite. C'est quoi l'intérêt? L'autre intérêt, on n'est plus obligé d'appeler des patients qui viennent faire un examen et qu'on rappelle des semaines après parce que l'examen a été mal fait. Et je pense que vous connaissez des gens qui ont été dans ces situations. Si on passe à la slide après et qu'on essaye de lancer à nouveau la slide, normalement il y a une vidéo qui doit se jouer. Ce que vous voyez, c'est l'autre chose qu'on fait avec Shuri, c'est de se dire, dans un contexte de santé publique, d'épidémiologie, si on fait une acquisition et que l'acquisition a par exemple été mal faite, Shuri est capable d'améliorer la qualité de ce qui est produit. Vous avez la couleur rouge qui passait tout à l'heure, qui montait l'image de départ, et le résultat de l'IA après traitement qui se dit,
peu importe la façon dont l'acquisition a été faite en amont, on est capable de corriger après coup. On peut aider, même sur une acquisition qui a été mal faite initialement. Ce que vous voyez après avec des cercles verts et tout, c'est des résultats de segmentation liés à ce que Shuri est capable de faire aujourd'hui. Slide après, s'il vous plaît. Alors là, je vous parle de quelque chose qui est sous protection intellectuelle également. Mais là, on est sur des nouvelles technologies qu'on a développées pour aider à la visualisation, pour améliorer la visualisation. L'image de gauche, c'est une image qui a été plus ou moins bien acquise. D'accord? Bon, de gauche par rapport à ma position, je ne sais pas comment vous la visualisez. Et la droite, c'est ce qu'on arrive, nous, à faire aujourd'hui avec des techniques d'IA qu'on a développées en interne au sein d'Adibola avec l'équipe qui s'occupe de ça, de cela. Sur la slide d'après, vous allez voir exactement à nouveau la même chose pour un autre cas en obstétrique. Et si on passe sur la slide qui va suivre, s'il vous plaît, on a une interface, une application qui aujourd'hui existe et qui a été présentée aux étudiants de la fac de médecine qui sont beaucoup à être en train de la tester comme des bêta-testeurs. Et l'idée de cette application qui a 3 déclinaisons, une mobile qui est destinée à former les futurs prescripteurs, une autre qui est plutôt une application qui permet d'être une utilisation en contexte, je dirais, standard, d'accord, et la troisième, téléradiologie, télémédecine. Mais sur les 2 premières, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle suit le contexte local. On parlait de contexte local, on parlait de contenus locaux. Le contexte local, c'est quoi? Aujourd'hui, tous ceux qui ont testé une IA, ChatGPT, j'en passe, se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de quelque chose d'essentiel. C'est la connexion Internet. Je vous mets au défi d'avoir de la connexion Internet en permanence, partout, au Bénin, et comme vous le souhaitez, pour pouvoir analyser des images qui sont quand même, et quand on parle de séquence, de volume, c'est important. L'idée ici, et ce qu'on a réussi à faire, c'est non seulement d'arriver à rentrer dans les équipements qui existent déjà dans les services d'imagerie médicale et d'y plugger notre IA, mais c'est aussi et surtout de mettre à disposition des IA sans besoin d'une connexion Internet. Ce qui permettrait aux gens, partout sur le territoire, de pouvoir utiliser efficacement cette IA auxiliaire de santé. La slide suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Shuri n'est pas juste pour l'échographie. On a aussi d'autres modalités d'imagerie médicale. Vous les voyez un peu là, je passerai pas du temps dessus. Et si on passe sur la slide après, ce qu'on a essayé de faire, parce que la question était revenue tout à l'heure, la demoiselle qui parlait de comité éthique et de comment le travail a été fait, on part du principe que les solutions sur étagère, les solutions disponibles que des compagnies étrangères viennent nous vendre, c'est pas des solutions qui sont adaptées à nos réalités. Et on assume complètement de le dire. Et pour ça, on a dit, on va co-créer, d'accord, des solutions avec des spécialistes béninois. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et le résultat de ce travail aujourd'hui a été présenté à la plus grande messe de la radiologie en Afrique noire francophone qui s'appelle les GIRANF, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Ça se termine aujourd'hui. Et ça a été présenté par l'un de nos radiologues conseils qui nous suit sur ce projet. Et les retours étaient bluffants. C'est la première fois qu'on y présentait des résultats d'une IA. Donc imaginez-vous un petit pays comme le Bénin où on présente des résultats d'une IA co-construite entre une start-up et des radiologues en place et qui connaissent la réalité locale. Les retours étaient tout simplement que c'était épatant et qu'il fallait continuer ce travail. Et aussi, du coup, ce que nous on souhaite faire, c'est d'arriver avec des solutions comme ça, de co-construire des solutions validées par nos experts locaux et qui, du coup, ont un intérêt très clair, c'est-à-dire répondre aux besoins qui ont été identifiés en amont. Alors, pour ceux qui auraient envie de jouer avec Shuri, il y a bien des possibilités aujourd'hui. Je vous parlais de la possibilité pour vous d'être des bêta-testeurs. N'hésitez pas à aller sur notre site web, à vous inscrire pour demander à être des bêta-testeurs de cette solution-là. C'est une solution qui est destinée au milieu médical, mais être bêta-testeur sur une application qui, une fois installée, ne vous demande pas d'avoir de la connexion Internet ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Voilà, j'en ai fini. Et pour ceux qui veulent l'effet démo et waouh après, ils pourront passer dans un contexte un peu plus, je dirais, calme, parce qu'on pourra avoir la possibilité de le faire un peu plus aisément sur un ordinateur où tout a déjà été installé. Merci beaucoup pour votre attention.
Que intelligence artificielle va révolutionner le secteur et va forcément apporter beaucoup de changements. Mais j'aimerais savoir, puisque c'est un travail technologique et c'est une intelligence artificielle, c'est quoi votre marge d'erreur que vous accordez? Parce que c'est une intelligence artificielle et il y a forcément une marge d'erreur qu'on pourrait avoir. Donc, quelle est cette marge-là? Merci. La question de la marge d'erreur, je me permets de répondre directement sans autre protocole. La question de la marge d'erreur est une question essentielle et qui, en médical, est spéciale. En fait, je parle du médical parce que je suis dans le domaine médical. Je suis data scientist, head de l'IA chez Philips, qui est un géant de l'imagerie médicale. Et il n'est pas aisé, en fait, de clarifier ce point. La seule chose qu'on peut faire, quand on est dans des situations comme ça, c'est de se dire, le système d'intelligence artificielle, et c'est ce qu'on mettait tout à l'heure dans le concept d'auxiliaire, qui vient être un second avis, je n'ai pas utilisé cette expression, mais c'est comme ça qu'il faut voir, n'est pas là pour remplacer le médecin. On va fournir un avis, on va fournir un diagnostic, pas un diagnostic, mais un préavis, entre guillemets, genre une première interprétation. Quitte au médecin, sur la base de ce qu'on lui a donné, de se dire, les indicateurs visuels que j'arrive à observer me semblent pertinents pour aller dans le sens d'eux. Et donc, nous, d'une façon ou d'une autre, on vient dire, le système, il n'est pas parfait. Et ce ne sera jamais parfait. La preuve, c'est que aujourd'hui, vous entendez parler d'IA, mais nous qui sommes dans le domaine, ça fait longtemps qu'on parle d'IA. J'ai fait ma thèse sur des systèmes comme ça à Polytechnique Montréal. On parlait déjà de ces trucs bien avant que vous les découvriez. On parlait de systèmes qui sont comme ChatGPT bien avant que le grand public ne les découvre. Donc, quand les gens sont entre guillemets, c'est génial, bon, on dit, bon, on le sait, quoi. Donc, l'idée, c'est pas de dire on va venir remplacer quelqu'un, mais de tout simplement dire on va apporter une aide la plus simple possible. Et les systèmes qui marchent parce qu'on est là pour infuser à petite dose, lentement mais sûrement. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, nous, en termes de marge d'erreur, j'ai pas de message à vous dire, c'est 5%, c'est 10%, ça ne veut rien dire, en fait. En fonction de l'application, peut-être même que 50% de marge d'erreur, c'est déjà bien. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite pour une telle question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le docteur Pérez Quadonou. Je suis vraiment impressionné par la qualité de travail une fois de plus, parce que l'IA dans le domaine de la santé, c'est vraiment l'avenir pour améliorer les diagnostics et également le traitement des patients. Ma question est de savoir, moi pour ma thèse, j'ai voulu travailler sur une IA qui allait aider dans le diagnostic du cancer du sein, notamment sur les mammographies. Et j'ai eu quelques difficultés à trouver les données locales pour effectuer ce travail. Donc déjà, j'aimerais savoir comment vous avez pu obtenir ces données-là afin de pouvoir entraîner vos modèles sur l'échographie. Deuxièmement, une question qui se pose souvent dans l'IA, dans le domaine médical, est de savoir s'il y a une erreur médicale qui s'effectue, qui prend la responsabilité. Parce qu'à l'heure actuelle, si un échographe fait son travail et qu'il y a une erreur, si par exemple une femme venait à décéder ou un enfant venait à décéder à cause de cela, c'est l'échographe, mais celui qui a réalisé l'échographie, qui en prend la responsabilité si ce n'est pas lié à un matériel défectueux. Dans ce cas, si c'est une IA qui fait le travail, s'il y a un problème, est-ce que c'est celui qui l'a utilisé? Est-ce que c'est celui qui a développé l'IA qui prend la responsabilité de ce décès? Ou comment ça se passe pour situer les responsabilités et savoir comment effectuer les réparations? Donc, c'est deux questions. La donnée, comment vous l'avez obtenue et comment j'ai la responsabilité. Merci beaucoup. Merci, Dr. Padonou. En fait, vous posez là deux questions qui sont cruciales. La question de la donnée, on en a un peu parlé hier. Je pense qu'on en a rediscuté aujourd'hui. En médical, c'est pas finger in the nose, comme le dirait l'autre. C'est pas, je prends des images de chien, chat et je m'amuse, non. Et surtout, non seulement on parle de la question de la donnée, mais c'est la vérité terrain associée. Qui sont les personnes ressources compétentes pour dire que cette donnée-là, ça correspond à ça, ainsi de suite. Et là-dessus, on fait un travail aujourd'hui. C'est pas évident. L'écosystème du Bénin, mais je pense que le keynote, le dernier, le disait aussi, l'écosystème en Afrique, c'est pas facile. Et sur la question de la data,
il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de co-construire une solution. Donc, il y a tout un protocole qu'on essaye de mettre en place. Et aujourd'hui, ce que vous voyez comme résultat, ce n'est même pas des résultats de modèles qui ont été appris sur des données du Bénin. Non. Parce que les données au Bénin, on n'a pas accès à ça. En réalité, il y a un comité d'éthique, quelqu'un le mentionnait à Justice tout à l'heure, il y a toute une réglementation et c'est tant mieux. Donc, on n'a pas accès à ces données pour apprendre un modèle. Nos modèles ont juste été utilisés en inférence sur ces données. Et ça rend encore ces modèles-là encore plus impressionnants parce que ces données-là n'ont jamais été, en tout cas, sur des données acquises au Bénin avec des équipements différents qui introduisent d'autres biais, ces données-là n'ont jamais été vues par notre modèle. Et donc, arriver à accéder à ça, c'est pas évident. Donc, on travaille pour arriver à cela. Aujourd'hui, c'est tout simplement ce que je peux malheureusement vous dire. Sur le deuxième point de la responsabilité, je pense que je l'avais plus ou moins effleuré en disant, notre IA ne viendra jamais remplacer un médecin. Notre IA est un ou une auxiliaire de santé. Et l'auxiliaire de santé travaille sous la responsabilité du médecin. C'est le médecin radiologue qui est le ou la chef. C'est lui qui prend la décision. Et je disais un peu plus tôt, on donne des indicateurs visuels. Si le médecin radiologue décide de les suivre, tant mieux. S'il ne veut pas, tant pis. Et c'est lui qui prend, in fine, la responsabilité. Donc, d'une façon ou d'une autre, on me dira, on se dédouane un peu, mais on n'est pas là pour remplacer le médecin. Voilà. Merci. Merci. Merci, Segbedji Goubalan, que je vous prie de raccompagner, s'il vous plaît.